Je découpe très peu mes scènes. J'aime la pureté d'une scène. J'aime quand il se passe quelque chose à l'écran. J'aime pas dynamiser la scène en changeant de valeur de plan pour maintenir l'attention du spectateur. Au contraire, je pense que c'est suffisant de s'arrêter un instant puis de regarder ce qui est à l'écran. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Bonne écoute! Guillaume, merci infiniment d'accepter mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de faire ça. C'est vraiment très intéressant, ta démarche. Je suis vraiment ravi de pouvoir y participer. Tu es un comédien, auteur, scénariste et réalisateur québécois. Ton premier long métrage, Les scènes fortuites, a pris l'affiche en 2018. Dans ce film, tu portes tous les chapeaux ou presque. Tu es scénariste, réalisateur et tu joues le rôle titre, un aspirant cinéaste incapable de terminer son film. Tu dis souvent que tu ne sais pas ce que tu veux, mais que tu sais ce que tu veux pas. En portant donc tous ces chapeaux, tu devais quand même savoir un peu ce que tu voulais. Oui, je sais pas comment résumer ma démarche, mais ça se précise avec les années. J'ai l'impression que tout ce que je fais part d'abord d'une pulsion puis d'un instinct, puis je crois que peu importe ce que je fais, mon instinct est quand même mon meilleur allié, tu sais. Puis ça, je l'écoute, puis je m'entoure des bonnes personnes qui vont qui vont souligner ce que je dis dans mon discours pour m'en tenir à ma vision. Tout d'abord, il y a ça. Oui. Puis, je pense que avec les années, j'ai compris aussi que tout ce que je faisais était un acte d'écriture, que ce soit le jeu, que ce soit évidemment la scénarisation, que ce soit la prise de parole, que ce soit la réalisation. C'est une façon d'écrire quelque chose et de dire quelque chose. Et le message se précise avec les années. Je me dirige vers quelque chose et on dirait que quand je dis je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas, c'est ça que je veux dire, c'est que en cours de route, je tasse des choses et c'est comme, je le vois des fois comme une sculpture. C'est comme si je sculptais quelque chose et là, j'enlève un peu ici, puis un peu là, puis un peu là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se précise. Est-ce que ça vient un peu aussi avec la maturité qu'on gagne, forcément en vieillissant? Complètement, oui. Je pense que tous les cinéastes font des premières œuvres qui sont très personnelles. Et c'est une bonne chose parce que c'est une façon de se commettre. Puis se commettre est encore le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, là. C'est de se dévoiler puis d'aller dans l'intimité. Tu sais, je crois foncièrement que plus une œuvre sera intime, plus elle sera universelle. Parce que dans l'intimité, on permet de se cacher derrière la fiction pour dire des choses qu'on aurait dites à personne. Et puis, dans ce message-là, il y a quelque chose de profondément universel qui est vécu par tous les spectateurs, spectatrices. Fait que moi, je crois beaucoup à cette démarche-là. Puis ensuite, je crois beaucoup à la fiction comme telle. Je crois beaucoup au mensonge. Je crois qu'il faut jouer. Je crois que c'est un équilibre entre les deux. Je pense oui, il faut aller dans quelque chose d'intime, mais ensuite, faut en faire une grande mascarade puis se cacher derrière tout ça. Puis c'est formidable, ce jeu-là qu'on fait avec le spectateur, avec le public. Tu sais. En fait, le spectateur ne sait jamais trop non plus quelle est la part d'intimité de l'artiste et quelle est cette partie finalement fictive. Ouais, et moi, je trouve que ça crée le suspense dans l'œuvre. Ça crée une espèce de tension dramatique que le spectateur essaie de décoder, qui le maintient en attention, qui maintient toute son attention pendant la durée de l'œuvre. Puis moi, je trouve ça fascinant de faire ça. Tous les artistes que j'admire ont entretenu une espèce de dualité entre leur vie publique et leur vie privée, puis je trouve ça fascinant. Comment on sait finalement quand est-ce qu'on a affaire à une œuvre personnelle? Comment tu arrives à le sentir quand tu regardes un film et tu dis, ce cinéaste, il vient de faire vraiment une œuvre personnelle? Quand elle est sans compromis, premièrement, quand elle respecte pas nécessairement les codes, que ce soit les codes scénaristiques, les codes de la réalisation, moi j'observe les défauts en fait d'une œuvre. J'observe quand tout d'un coup, la caméra elle a bougé à un moment un peu bizarre, mais je me suis, tu sais, à ce moment-là, je me dis c'est parce que c'était la meilleure prise, puis c'est exactement que le cinéaste voulait garder à l'écran. Tu sais, moi j'observe les défauts, puis j'observe la fragilité d'une œuvre, puis c'est là que j'y vois toute sa force. Moi en tout cas, j'essaie pas de cacher les choses un peu brouillonnes dans mon œuvre. Au contraire, j'essaie de les dévoiler parce que je trouve que ça se triche pas, ces choses-là. Puis je trouve que
il y a une grande force à l'écran de montrer cette espèce de fragilité-là. Dis-moi, à la base, c'est quand même se mettre une énorme pression sur les épaules quand tu portes comme ça tous ces chapeaux. Et je m'explique, la majorité des gens dans la vie de tous les jours, tu sais, on essaye justement de pas se placer dans ces situations inconfortables. Il faut être audacieux parce que plus tu te places dans une position inconfortable et risquée, ben plus justement ta prise de risque est élevée, les risques de l'échec, des échecs sont élevés, les risques de jugement. Donc, toi, déjà écrire, déjà réaliser et en plus jouer dans son propre film, ça reste quand même très audacieux. Cette prise de risque pour toi ne t'a pas intimidé au départ. Ben, c'est très flatteur. Merci d'abord de dire ça. Si on revient sur l'audace, dans ce cas-ci, pour les scènes fortuites, j'avais pas le choix. Oui, il y avait la première œuvre, puis il y avait se dévoiler dans l'acte initial du film, mais il y avait aussi le fait, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire ce film-là, on l'a fait avec à peine 100 000 donc la seule option était que je fasse tout. Ah ah, OK. C'est parti d'une contrainte, puis je crois que dans les contraintes, quelles qu'elles soient, que ce soit budgétaire ou que ce soit de temps ou que ce soit, bon, quelle qu'elle soit, il y a toujours moyen de s'en tirer, il y a toujours quelque chose de beau qui peut sortir de ça, puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire avec les scènes fortuites, c'est qu'on était 4 ou 5 sur le plateau dans les plus petites scènes, donc cette intimité-là, c'est ce que j'ai essayé de transposer à l'écran. J'ai fait le pari avec les scènes fortuites de montrer à l'écran ce qui serait coupé sur une production à gros budget. J'appelle souvent ça mes cracks, mais c'est ça, j'ai mis à l'écran les cracks, les cases de bande dessinée qu'on ne porte pas à l'écran parce qu'il faut trouver une location, un comédien, un costume, etc., etc. Et moi, j'ai tout coupé ça, puis je me suis dit, intéressons-nous à ces moments-là. Intéressons-nous aux moments de doute. Intéressons-nous au moment qu'on pourrait qualifier de longueur dans un long métrage conventionnel. Puis je trouvais que c'était la force du personnage, c'était de voir ce doute-là, puis c'est un personnage qui doutait, c'est ça l'histoire, c'est ça l'arc dramatique, c'est l'histoire de quelqu'un qui est dans sa tête parce qu'il n'arrive pas à terminer son film. Puis évidemment, bon, moi je suis j'arrive à 37 ans, donc j'ai été largement influencé par le début des années 2000, que ce soit Magnolia, que ce soit les films de Charlie Kaufman, que ce soit Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fait que cette espèce les thèmes du vrai et du faux sont très présents dans ce que je fais, puis c'est doublé du fait que je sois comédien aussi, que je joue moi-même la comédie. Fait que tout ça est comme fait partie de ma démarche, un peu mon jardin secret. C'est moi qui se joue moi-même des jeux. Et le fait d'être allé vers une esthétique un plus artisanale, est-ce que je peux dire ça comme ça? Complètement. Est-ce que c'était vraiment dû par cette contrainte budgétaire ou c'est parce que malgré tout, initialement, tu voulais aller justement vers quelque chose de très intime et d'authentique? Par exemple, est-ce qu'avec 3 fois ce budget, est-ce que tu aurais quand même fait la même œuvre? Oui, je pense que j'aurais fait la même œuvre. Je pense que, bon, je parlais de contraintes tout à l'heure, puis dans ces contraintes-là, il y avait évidemment le budget, mais dans les forces que ces contraintes-là nous permettaient d'avoir, c'était d'aller vers cette démarche-là très artisanale et de se le permettre. Parce que c'est très rare, ne serait-ce que lorsqu'on est dans une équipe conventionnelle où il y a 30, 35 personnes, 40 personnes sur le plateau, c'est très difficile de faire des choses intimistes parce qu'on est déjà observé par beaucoup de gens et je trouve que la pression est plus forte dans ces conditions-là. Alors que là, d'être dans une équipe extrêmement réduite à sa plus simple expression me permet de faire quelque chose qui est plus proche de la poésie que du spectacle à grand déploiement. Puis moi, ça me parlait de faire ça dans ma démarche. Tu sais, ça, je trouvais que c'était très audacieux de faire ça parce que personne ne l'attendait. Puis d'aller au bout de son projet quand personne ne t'attend est peut-être la chose la plus audacieuse qu'un artiste peut se permettre. Oui, absolument. Et sur le plateau, alors, qui était le plus souvent stressé, l'acteur ou le réalisateur? Ah, de moi à moi, Oui. je le vois vraiment comme un acte d'écriture. Hein. Fait que des fois, tu sais, on parle souvent de plusieurs chapeaux, mais pour moi, c'est un seul chapeau et c'est celui de l'artiste créateur. Et OK, c'est là, comme ça.
C'est comme ça que tu le vois. Tu Exact. sépares pas, là. OK. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un projet qui est pareil, mais là, dans ce cas-ci, il y avait des choses à effectuer, puis il y avait une volonté d'aller au bout d'un projet. Et parfois, j'utilisais le pinceau du comédien, parfois, j'utilisais le pinceau du scénariste, et parfois, j'utilisais le pinceau du réalisateur. Mais tout ça est un acte d'expression, donc un acte d'écriture. Euh, En montage, par contre, je parlais toujours de mon personnage Damien Nadeau-Dano à la troisième personne. J'ai OK. vraiment j'ai vraiment recréé le quatrième mur entre les roches, puis entre la fiction et moi en salle de montage. Tu avais besoin de cette distanciation. Oui, j'avais besoin d'une distance parce que sinon, on dit toujours des choses en montage, ah, coupe ça, il est pas juste ou ah, ça marche pas ce bout-là. Puis ben, je trouvais ça extrêmement négatif comme processus. Tu sais, je trouvais que c'était un miracle ce qu'on avait réussi à faire. Là, je Oui. trouvais que sans arrêt, je me voyais dans mon discours dénigrer ce qu'on avait réussi à faire en disant coupe ça marche pas, ça marche pas. Alors, je me suis mis à parler à la troisième personne, puis vraiment à le voir comme un matériel, comme une nouvelle étape dans le processus. Et il y avait un matériel sur la table, puis il fallait faire quelque chose avec. Il fallait le réécrire, fallait le retravailler. Puis ben, le scénario est assez fidèle à ce que le film est devenu, mais par contre, il y a eu des inversions de chapitres qui ont dynamisé vraiment le récit au montage, puis ça a été extrêmement bénéfique comme étape. Donc, il y a vraiment eu il y a eu une première séparation à la fin du tournage entre moi et le personnage. Puis Ouais. ensuite, il y a eu un matériel qui est apparu qu'on a travaillé. Puis ensuite, il y a eu une nouvelle coupure quand le film est sorti, quand le film a été complété. J'ai l'impression OK. que maintenant, le film a existé et existe toujours en dehors de moi, comme si j'avais laissé quelque chose à quelque part dans le temps. Puis là, maintenant, le film évolue en dehors de moi. Puis je trouve ça vraiment fascinant, c'est vraiment le lâcher prise, là, tu sais, Oui, c'est complètement. extrêmement difficile vraiment de couper on me voit pas présentement, mais j'arrête pas de faire le signe de couper le cordon ombilical, là, tu sais, de couper ce cordon-là, puis de laisser aller l'œuvre et advienne que pourra. Tu sais, c'est vraiment le public et le spectateur qui participent maintenant à la lecture de cette œuvre-là. C'est plus moi, tu sais. Parce que, donc, sur le plateau, est-ce que tu as l'impression que tu as toujours été en contrôle ou est-ce que tu as quand même, malgré tout, ressenti par moments, tu sais, un peu comme un funambule là, qui perd pied, là, Ouais. cette espèce d'immense vide là, juste en dessous de tes pieds? Ben, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur était très présent et il l'est toujours. Tu sais, il y a toujours, je fais souvent une comparaison avec mon métier de comédien. Souvent, comme comédien, j'ai tendance à la première audition d'être très libre, d'être très délinquant, je fais toutes sortes de choses qui font on peut me voir en audition où il y a quelque chose qui se passe. Et là, si on me rappelle pour une deuxième audition, je deviens très nerveux et très anxieux. Et là, le syndrome de l'imposteur embarque. Puis là, je me demande, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et là, les questions embarquent. Mais sur le plateau, c'est vraiment comparatif. C'est vraiment comparable au track, en fait. Quand il faut le faire, il faut le faire. Et sur le plateau, j'étais dans cette énergie-là. Il fallait faire le truc. Il fallait que je me rende sur scène puis que je le fasse. Et j'étais la bonne personne pour porter à l'écran ce truc-là parce que je connaissais la psychologie du personnage. Tu sais, ça m'a Ouais. permis d'aller beaucoup plus vite au lieu de le décrire à quelqu'un d'autre, au lieu de le décrire dans un dossier de présentation ou etc. Ben je le faisais, j'étais dans l'action, donc c'était difficile d'identifier les choses et de les nommer parce que je les découvrais au moment où je les faisais, mais mon instinct était le bon et je savais comment jouer ce personnage introverti-là, qui n'est pas du tout moi. Tu sais. Fait que c'est ça, je le voyais vraiment comme un acte d'art vivant, je sais pas, je devais me rendre sur scène et je devais faire cette chose-là. Dans ma façon de diriger les comédiens, moi, je dirige souvent au son parce que je trouve que la voix est porteuse de cette organicité-là. Je trouve qu'on ne peut pas mentir dans sa voix, alors qu'on peut mentir dans son body language, on peut se cacher physiquement derrière un personnage et tout ça, mais la voix ne ment pas. Alors, souvent, oui, je regarde dans le viseur, dans le moniteur, puis je regarde que le cadre me convient et tout ça, mais pour moi, je laisse ça dans la cour du directeur photo ou de la directrice photo. Tu sais, ça fait partie de leurs compétences. Puis je leur fais entièrement
entièrement confiance. Tu sais, je travaille en équipe de façon très collaborative, mais souvent, je regarde dans le moniteur quelques secondes, puis ensuite, je me tourne la tête, puis je regarde ailleurs, je regarde même pas les comédiens, puis j'entends. Puis ensuite, je valide que c'était juste. Et je dis, ah, c'est la troisième prise qui est la bonne, c'est là qui était le plus juste. Et quand tu as des moments d'insécurité, parce que forcément ça arrive à tout le Alors, monde, parce que ça arrive. qu'est-ce que tu fais en fait? Et surtout, je reviens avec ces chapeaux que tu portais sur ce projet, parce que c'est quand même pas rien. À un moment donné, on te sollicite sur le plateau à titre d'acteur, parce qu'il y a un autre acteur ou une actrice qui joue avec toi, ou au niveau de la caméra, donc on sollicite le réalisateur. Il y a des moments quand même où on est plus fragile, on est plus insécure. C'est quoi tes trucs à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais pour pallier tout ça? Ben, je réalise la chance que j'ai de faire ça, je pense. OK. Puis souvent, lorsque j'avais une scène de groupe dans les scènes fortuites, par exemple, ou même lorsque j'ai travaillé sur l'âge adulte, même si j'étais pas le réalisateur, j'observais énormément, puis je travaillais en collaboration avec les réalisateurs de la série. J'observe énormément, puis souvent, je demande à être le dernier de la scène à faire sa scène. C'est-à-dire que si on est une scène de souper, par exemple, puis qu'on tourne, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans l'ordre des aiguilles d'une montre pour aller chercher les valeurs de place sur chacun des comédiens et comédiennes, mais je demande à être le dernier parce que je vais me concentrer sur... C'est le réalisateur qui va embarquer, puis je vais lâcher le comédien pendant un temps, puis là, je vais regarder, puis là, quand la scène va être bâtie, ben là, je vais arriver à la fin en faisant mon petit truc, mais mes personnages sont construits de cette façon-là, de toute façon. Ils observent ce qui se passe, puis ils sont souvent dans une quête existentialiste. Fait que je me permets de le faire aussi comme réalisateur. J'observe d'abord ce qui se passe sur le plateau, puis je vais là où il se passe de quoi d'abord et avant tout. OK. Et à la sortie du film, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une pression supplémentaire du fait justement que c'est ton film? On va analyser aussi l'acteur. Oui, ben c'est sûr que le stress est peut-être arrivé un peu avant la première. Il y avait une espèce d'engouement. Puis là, je suis allé à tout le monde en parler. Puis là, je comprenais pas. Là, j'étais vraiment en plein choc. Là, j'étais comme, mais voyons, mais pourquoi? J'ai fait un bricolage de... puis j'étais vraiment content de ça, puis content de l'intérêt qu'on portait à mon œuvre. Ouais. Puis après, je me suis dit, ben, et si les gens sont déçus, et si... Puis après, j'ai fait la paix avec ça en me disant, mais tu sais, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, mais j'ai fait quelque chose d'authentique. Puis je crois que j'ai été intègre dans ce processus-là. Puis je crois que ça paraît. Évidemment, l'œuvre va vieillir, puis évidemment, j'aspire à avoir de plus grands moyens pour les prochaines choses que je ferai, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais rendu là, puis je trouve ça beau de l'avoir filmé. Tu sais, je trouve que c'est comme un Polaroid d'où j'étais rendu comme artiste à ce moment-là. OK. Je reviens avec mon image du funambule qui tombe. Quand un funambule tombe, il est retenu un peu plus bas par des filets, ou en tout cas tout au moins un, là. C'est un peu la même chose pour nous, tu sais, si on transpose ça dans notre vie. Puis souvent, on est retenu par, je sais pas, soit le filet de l'amour ou le filet de l'amitié, le filet social ou celui de l'espoir. Ou ça t'est déjà arrivé dans ta vie, le filet qui t'a empêché de vraiment tomber, c'était lequel? Sur lequel tu t'es appuyé le plus? Mais il faut toujours choisir les personnes avec qui on collabore. C'est là qu'on voit dans les épreuves qui se révèle être le ou la meilleure alliée. Puis ben souvent, c'est le producteur. Dans le cas des scènes fortuites, c'est Laurent Allaire avec qui... Ça, c'est curieux. Hein? On est allé au cégep ensemble, Laurent et moi. Ah oui, on s'est jamais revus. Puis là, on était dans la même classe à l'ENIS. Et pour le programme de téléfilm, pour participer à ce programme-là, puis que les scènes fortuites soient financées, j'avais besoin d'un producteur. Je connaissais personne. J'ai appelé Laurent. Laurent est embarqué dans l'aventure. Puis c'est formidable. Bien là, maintenant, on collabore ensemble pour le deuxième film avec Tim Ringuette de chez Entraque Film qui a distribué les scènes fortuites. Fait que j'ai vraiment l'impression que je suis en train de bâtir une petite famille. Tu sais. Puis ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aller au chalet avec les amis. Tu sais, je le vois souvent comme ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas d'ambition d'avoir une limousine, puis des hélicoptères, puis de me promener en gros SUV. Moi, je veux juste ma petite Smart, puis me parquer en parallèle où je veux sans me poser de questions. Tu sais, je suis comme pout. Ouais. Puis j'aime ça, cette démarche-là. Tu sais, ça me dérange pas d'être
mon petit pédalo, d'être dans mon... Tu sais, ça me dérange pas. Quand il vente, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est en pédalo, il va vanter, tu sais. Ouais. Fait que, on a comme pas le choix, tu sais. Fait que moi, j'aime bien ça, puis j'aime construire. S'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est de faire des projets réalistes par rapport à ce qui est sur la table. Tu sais, c'est pas vrai que je peux me payer une grue, un dolly, puis tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, puis je l'apprends présentement avec mon prochain film Niagara, parce que c'est doublé d'une pandémie. Fait que Oui. s'il y a quelque chose qu'on apprend dans ces moments-là, c'est d'être réaliste avec les conditions. Tu sais, puis au lieu de le voir comme un obstacle, ben, il faut le voir comme une force. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je fais mon film à cette époque-là si particulière? Ben, je me dis exactement pour cette raison-là, parce que c'est une époque particulière. Alors, profitons-en, puis essayons de, sans parler nécessairement de la pandémie, parce que j'ai l'impression que le film pourrait mal vieillir, Mm-hmm. mais au moins, je vais essayer de témoigner des émotions qu'on ressent à ce moment-ci de notre vie, liées à l'isolement, par exemple, à une certaine dépression même, ou un dysfonctionnement social, ou bon, tout ça, tu sais. Fait que j'essaie de mettre ça à l'écran, puis de me servir de cette époque-là comme une force, parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, là, tu sais. Oui. Donc, quand on a un petit budget associé à son film, j'ai l'impression qu'on se retrouve souvent devant deux chemins, tu sais, inévitablement. Il y a celui de l'abandon, on peut abandonner, on peut être découragé, on abandonne, ou il y a celui qui te mène vers bon, l'accomplissement de ton projet, mais j'ai l'impression que c'est juste à partir du moment où tu prends ces contraintes et t'en crées une arme finalement. Ben oui, ben ça crée l'unicité de l'œuvre, je pense. Puis tu sais, quand je regarde derrière, je me dis, ah, j'aurais pas fait les choses différemment. Puis c'est tant mieux. Tu sais, T'as jamais de regrets? T'as jamais de il y a des regrets? choses que je me dis, tu sais, il y a l'ego qui embarque, puis des fois je me dis, cette scène-là, j'aurais pu faire telle affaire, ou j'aurais pu jouer autrement. Ah, c'est dommage qu'on ait une seule prise. Évidemment qu'il y a des petits remords ou des petits doutes, mais dans l'ensemble, je me dis, tout est arrivé pour le mieux, tu sais. Tu vois la globalité et de dire que tu es allé au bout, tu as réussi à faire ton Oui, c'est film. ça, c'est un miracle en soi. Fait qu'à partir de là, on verra ce sera quoi le prochain miracle, là, tu sais. C'est un miracle de travailler dans cette industrie-là. Tu sais, je viens de Sorel, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'ai commencé par faire de l'impro puis des spectacles à mon école secondaire. Puis à un moment donné, j'ai fait 1 puis 2 courts-métrages. Puis j'ai vraiment bâti un petit mur qui, à un moment donné, est devenu un petit chalet. Puis on verra bien pour la suite, là, tu sais. Mais si on part justement de l'époque où tu étais au secondaire, donc tu as fondé cette ligue d'impro, finalement, cette expérience-là, j'ai l'impression que ça te sert même encore aujourd'hui. Oui, ben l'impro, j'en ai pas fait très longtemps, mais j'en ai fait pendant mon adolescence puis au début de ma vingtaine. Puis c'est vraiment une expérience qui a été déterminante. Tu sais, ça m'a permis d'avoir un grand sens de la répartie, ça m'a permis d'agir rapidement, ça me permet de comprendre la construction d'un récit, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Ça m'a permis de démystifier l'humour. Ça m'a permis d'identifier aussi certaines choses qui sont volontaires. Oui. Tu sais, on le sait, là, quand on pèse un peu trop sur le gaz, ben, les gens rient plus, tu sais, ça s'effondre. Là. C'est une construction qui est très fragile au final, un scénario. Puis ben, l'improvisation m'a rapidement appris ça. Elle m'a permis de faire confiance à mon instinct aussi. Mais ce fait d'avoir développé aussi ton côté entrepreneur, est-ce que ça t'aide pas à une certaine mesure Complètement. à faire oui, tu sais, à faire en sorte que, OK, j'ai pas un énorme budget pour faire mon film, mais je suis capable de m'en tirer avec ce que j'ai. Complètement. Ben, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été cet enfant-là qui organisait des grandes parties de tag ou de je sais pas quoi, ou qui inventait des jeux, puis qui allait chercher les gens, puis tu sais, j'ai toujours été le rassembleur, puis c'est ça, j'ai toujours fait ça. Puis ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise particulièrement, là. C'est quelque chose que je fais. Ça fait vraiment partie de l'instinct, là. Ça fait partie de qui je suis foncièrement comme individu. J'aime organiser des affaires. Pour moi, c'est pas du tout difficile. Au contraire, là, je le vois comme si j'organisais une fête ou si je créais un cadeau pour des gens que j'aime. Tu sais, j'essaie de faire des choses très précieuses. Puis je veux que les gens qui viennent sur mon projet ou sur mon plateau
soit conscient de ça, que c'est très précieux pour moi. Tu sais, je veux pas du tout travailler le réalisateur au-dessus de la pyramide de façon hyper hiérarchique envers ses chefs de département. Au contraire, je vais chercher des gens qui m'inspirent, puis je veux travailler de façon collaborative, puis je veux que ces gens-là se dépassent à l'intérieur du projet et me dépassent moi-même, tu sais, me challenge, tu sais, un peu comme une partie d'impro, c'est vraiment ça en fait. Je vais chercher des joueurs, puis ben là il y a un joueur qui me challenge, puis je fais c'est super, tu sais. Faut juste aller dans la même direction, puis ça revient encore un peu à mon mantra. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Puis à l'intérieur de cette démarche-là, on tasse des choses à droite, on tasse des choses à gauche, puis là, tout d'un coup, ça se précise. Et même si on peut pas le nommer de façon intrinsèque, tout le monde comprend c'est quoi la bonne direction, puis on s'en tient à ça. T'sais. Puis ça, c'est beau de voir ça, de voir des individus qui comprennent, qui parlent le même langage, puis on s'en va tous à la même place. C'est vraiment... C'est vraiment, c'est très beau. Moi, ça me donne espoir. En tout cas, c'est quasiment patriotique. En fait. Oui. Et tu as déjà dit aussi que tu avais besoin de la fiction pour fuir certaines affaires. Est-ce que ce métier, on pourrait dire qu'il agit sur toi un peu comme... Est-ce que c'est une sorte de thérapie? Oui, ben il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait d'être quelqu'un d'autre. C'est formidable. Okay, on a un métier extraordinaire de pouvoir être quelqu'un d'autre ou d'avoir les mots de quelqu'un d'autre. On nous prête des mots, on nous prête un costume, on nous dit quoi faire, puis là, il faut le faire. C'est extraordinaire. Tu sais, c'est extrêmement reposant quand on y pense de prendre un break de qui on est pendant un bout. Mais par contre, c'est pas thérapeutique au sens de régler ses comptes. Là. Moi, ça, j'y crois pas, là, de régler ses comptes à travers quelque chose. Là. Oui, j'aime flirter avec l'autofiction, mais ça reste une fiction quand même. Là. C'est complètement construit, c'est complètement... je préfère réparer des choses que de... Si j'avais voulu filmer ma propre vie, j'aurais fait un documentaire. Oui. Même un documentaire, ça reste une construction de toute façon, donc c'est une fiction. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se retrouve un peu dans la même position que toi, mais qui n'a peut-être pas cette audace ou cette possibilité, ou disons-le, ce talent nécessairement de se mettre en scène dans son propre film, mais qui doit vraiment composer avec des contraintes budgétaires, ça te met quand même une grosse pression sur les épaules. Tu veux faire ton projet. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil là, avec tout ton vécu? 3 choses, je dirais d'être réaliste par rapport à son budget, par rapport à ses ambitions, d'être authentique. Je pense qu'on va le voir à l'écran. Je pense que, tu sais, je préfère de loin un petit film indépendant à un grand film à gros budget, plein de super-héros. Pour cette raison-là. Puis c'est juste moi comme spectateur. Là, je dis pas que c'est mal, les grosses productions et tout ça, mais c'est juste, moi, ça me parle plus. T'sais. Puis ben la troisième chose, je dirais, c'est d'être patient. Parce qu'à un moment donné, ces artistes-là auront les sous pour faire ce qu'ils veulent. Fait qu'il faut pas être précipité, faut pas tout mettre dans la première affaire. Faut se garder quelques cartes dans son jeu. Il faut se dire, un jour, je vais sortir cette carte-là, puis ça va être le fun. T'sais. Mais il faut être patient. Il faut être très patient pour faire un film. Oui, ça, c'est pas quelque chose qui arrête. Là. Présentement, je me dis encore d'être patient sur les projets que je fais. Je me dis, oui, mais c'est pas pour ce projet-là. J'ai envie de faire ça, mais là, je peux pas, pour telle raison. Fait, je vais être patient. Ça attendra au 3e film, ça attendra au 4e film. Il faut être patient. Et Niagara qui s'en vient, donc est-ce que tu abordes un peu la pré-production en tenant compte de tout ton background, finalement, l'expérience que tu as eue avec les scènes fortuites? Oui, avec Niagara, je fais vraiment un acte de fiction. Je suis vraiment partie du simple exercice de style de m'éloigner de moi-même. Ce sont des personnages dans la cinquantaine, c'est pas quelque chose que j'ai vécu et tout ça. Puis rapidement, les thèmes de la crise existentialiste m'ont rattrapé. fait que les personnages en sont teintés, puis voilà. Puis j'avais envie d'écrire pour certains comédiens. Et puis, pour le moment, ça va bien. On espère pouvoir annoncer la distribution très bientôt, mais si je réussis à dire action avec ces 3 personnes-là devant le Kodak, chapeau, là, j'aurais fait ce que
ça n'a pas de bon sens. C'est encore une fois, je touche du bois en me disant j'espère que ça va marcher. Ouais. Mais on s'en approche, c'est possible. Maintenant, c'est possible. La vie m'a appris à pas crier victoire avant que ce soit fait. Fait que ça, c'est quelque chose que je garde en tête aussi. Fait que mais on s'approche de. Chaque projet est une petite victoire. Hein? Quand on réussit à travailler avec quelqu'un qu'on admire, c'est une petite victoire. Quand on réussit à avoir notre location pour pas trop cher, c'est une petite victoire. Quand on réussit à éviter la pluie parce que c'était une scène de soleil, puis là, c'est une victoire. Puis, ben, finalement, quand on finit par faire un film, ben, c'est un miracle. Là, absolument. Mais écoute, de ce que je connais de toi, en tout cas, Guillaume, tu es vraiment et très sincèrement quelqu'un d'authentique. Donc, je ne suis pas surprise que tu arrives à transposer tout ça dans tes films. Et j'ai l'impression qu'avec ton calme et ta sagesse, tu arrives justement à tasser cette pression qui serait très facile d'avoir sur ses épaules. Ben, c'est très gentil. C'est très gentil. Merci. Je vais me rappeler de ça la fois que j'étais stressée avant de faire quelque chose. Écoute, je te souhaite vraiment le meilleur succès pour ce qui s'en vient. Tourner un film dans les conditions actuelles qu'on connaît, c'est pas une petite affaire. Donc, j'espère que tu arriveras à aller vraiment au bout de tes ambitions. Mais merci beaucoup. C'est très gentil. J'ai très hâte de faire ce film-là. Il est prêt. C'est vraiment comme c'est un peu comme une grossesse. Hein. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, il est prêt. Il faut que ça sorte. Là. Ça m'inquiète. Oui. Ça, c'est ça. J'en sais quelque chose. Oui, quand ça doit sortir, ça doit sortir. Bon. Hey, merci pour tout, Guillaume. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.